Écoutez, ravie de vous accueillir pour une nouvelle session. La session d'octobre des rendez-vous IFTH mensuels va être dédiée à l'éco-conception. Donc, c'est une notion dont on entend vraiment beaucoup parler ces derniers temps, ces derniers mois. C'est quelque chose qui, voilà, c'est une lame de fond hein, dans notre secteur. Ça devient incontournable. Et pourtant, ça reste quand même un domaine qui est un peu complexe encore. Donc, voilà, nous, ça nous a intéressé d'échanger avec vous sur ce sujet, de voir avec vous comment on pouvait intégrer cette approche dans vos projets. Aujourd'hui, nous aurons deux intervenantes. Donc, alors, je vais commencer par l'IFTH puisque c'est Eva qui commence. Eva qui est notre référente transition écologique. Et on a le plaisir d'accueillir Aude, qui est ingénieure éco-conception au sein de l'ADEME et qui nous parlera plus précisément de l'appel à projet Texabi dont vous avez sans doute entendu parler puisque voilà, ces dernières semaines, il y a eu quand même un affichage qui s'est mis en place autour de cet outil. Et voilà, on va essayer de voir comment on peut intégrer ces outils, on va dire de la réflexion jusqu'à la mise en œuvre dans une démarche d'entreprise. Les questions, nous les traiterons à la fin, donc n'hésitez pas à les poser via le chat. Je crois que j'ai tout dit, puis je vous laisse la main. Voilà, tu m'as dit que je faisais vite. Et c'est Eva qui commence. Super, merci Nadège. Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir sur ce rendez-vous IFTH. Et merci aussi à Aude d'être là avec nous. On a un programme, comme le disait Nadège, assez dense, donc on va vite se mettre dans le bain. On va mettre un petit peu en contexte l'éco-conception, notamment sur les définitions, les outils, les enjeux de l'éco-conception. Je passerai la main à Aude qui présentera donc le dispositif financier qu'a mis l'ADEME en place sur l'éco-conception. Et je reprendrai ensuite la main pour présenter les outils FTH qui vous aideront à répondre à ces démarches RSE et aussi comment on peut vous aider, nous, à répondre à l'appel à projet que va vous présenter Aude. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Alors si ça fonctionne, hein. Voilà. Alors, pourquoi l'éco-conception? C'est vrai que l'éco-conception, c'est une approche qui est aujourd'hui essentielle dans une démarche RSE, notamment dans le textile. Et c'est important d'avoir en tête qu'un produit textile a un impact au final sur toutes les étapes de son cycle de vie. Je vous ai remis ici voilà, quelques raisons de se lancer dans cette démarche et pourquoi c'est important. Alors, effectivement, on peut s'engager dans ces démarches-là pour réduire son impact environnemental. On a aussi donc, tout cet aspect réglementaire, donc, pour respecter la réglementation, pour les anticiper. On peut aussi avoir un enjeu qui est de plus en plus important, un enjeu marketing concurrentiel pour répondre à la demande des consommateurs ou pour valoriser l'engagement de son entreprise. Mais l'éco-conception, ça encourage aussi l'innovation, puisque ça encourage les entreprises à repenser les process, à développer des nouveaux produits, à penser différemment, trouver des alternatives, des nouvelles manières de fonctionner aussi. Donc voilà, ça permet aussi d'innover. Ça, c'est extrêmement important dans cette démarche d'éco-conception. Et quelque chose qui est aussi important, ça peut avoir aussi un aspect économique puisque, sur certains sujets, on peut, avoir voilà, l'efficacité des ressources, les consommations d'énergie, les optimiser. On a aussi une optimisation en fait au final économique, sur ces sujets-là. L'enjeu, au final, c'est de trouver des solutions qui sont, adaptées à vos besoins, à vos produits, sans créer en fait de nouvelles pollutions, sans avoir de transfert, d'impact au final. Alors je vais vous remettre rapidement, hop, la définition, claire et normée de l'éco-conception. Donc en fait, l'éco-conception, c'est finalement intégrer les aspects environnementaux dès la conception du produit, pour pouvoir réduire ses impacts, mais vraiment à toutes les étapes du cycle de vie. Il y a quelques éléments essentiels que je vous ai remis là, en tout cas pour moi et pour l'IFTH, c'est, notamment le fait d'avoir une feuille de route, des objectifs précis, à atteindre.
mais aussi la considération en fait de l'ensemble de la chaîne de valeur et des étapes de la filière, notamment dans le textile. Et on verra de toute façon avec Aude dans l'appel à projet. C'est pas qu'une histoire de metteur sur le marché, c'est pas qu'une histoire de distributeur, c'est aussi voilà, il y a aussi les sous-traitants, les fournisseurs qui doivent être partie prenante dans ces démarches-là. On a aussi voilà, le fait de prendre en compte l'ensemble des aspects environnementaux, pas seulement un critère, mais vraiment l'ensemble des aspects qui sont essentiels dans le textile. Donc, par exemple, le carbone, l'eau, mais pas seulement un seul impact. Et un aspect qui est extrêmement important, en tout cas pour moi, c'est la collaboration, que ce soit en interne, donc dans les équipes. C'est pas seulement l'histoire et le problème de la responsable RSE, mais c'est aussi le problème des chefs de produit, je vais dire, des stylistes. C'est quelque chose qui se joue en équipe, l'éco-conception. Donc voilà, tout, l'un- toutes vos équipes doivent être intégrées dans cette démarche, et dès le début. Mais c'est aussi un sujet qui se joue avec l'externe, donc avec vos sous-traitants, parce qu'ils sont partie prenante, comme je le disais, de ces démarches-là. Très très rapidement, voilà, je vous ai remis ici quelques outils. Alors là, on est sur des outils très théoriques de ce qui existe pour lancer une démarche. Donc voilà, vous pouvez vous appuyer sur des outils d'évaluation. Là, je vous ai mis quelques exemples et des outils d'optimisation de l'impact environnemental. Je ne vais pas les repasser en revue, mais voilà, on a pas mal d'outils qui sont aujourd'hui utilisables dans l'éco-conception. Ensuite, donc les enjeux réglementaires, on y repasse rapidement, mais on a eu un rendez-vous IFTH bien complet en juin. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous renvoie sur ce rendez-vous IFTH-là. Sur l'éco-conception, on a effectivement et en Europe, on a ce règlement éco-conception qui vient avec des nouvelles exigences en matière d'éco-conception pour les produits qui arriveront sur le marché européen. Et donc des exigences qui sont encore à définir pour le textile, mais qui pourraient être sur la durabilité, sur voilà, la facilité, la recyclabilité, la réparation. Voilà, c'est des choses qu'on perçoit en tout cas sur ces exigences en matière d'éco-conception pour le textile. En deuxième sujet sur ce règlement-là, donc on a des exigences en termes d'information du consommateur. Avec l'introduction du passeport numérique du produit, pardon. Le futur système en fait d'information de l'économie circulaire, puisqu'il va permettre d'avoir un transfert d'informations tout au long de la chaîne de valeur. Un troisième point, c'est un point qui est important et qui est déjà plus ou moins mis en vigueur en France, mais c'est l'interdiction des destructions des invendus des articles textiles, qui a pour objectif de réduire les déchets, donc d'éviter de jeter nos invendus. Et en quatrième, il y a aussi un point sur l'incitation des pouvoirs publics à opérer des choix durables. Je crois que j'ai mis quelques notions de calendrier derrière. Voilà, donc on a eu une publication de ce règlement en juin 2024. Là, il y a les actes délégués, donc ce qui va définir en fait les exigences pour le textile qui sont en cours d'écriture. Et puis, donc en mi-2026, on aura a priori la mise en place de l'interdiction de destruction des invendus textiles et en 2027, le passeport numérique produit, a priori. Et enfin, donc en France, sur les enjeux réglementaires, on a donc l'affichage environnemental qui là, pour le coup, a un double objectif, hein, qui est d'informer les consommateurs, d'une part, et d'autre part, surtout de valoriser les démarches d'éco-conception pour venir encourager la production d'articles durables. Donc, je vous en dis pas plus. Ça concernera a priori le textile d'habillement. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui puisqu'on attend les textes et on attend les modalités de cet affichage environnemental. Mais voilà, c'était essentiel d'introduire pour que Aude puisse derrière en fait parler de l'appel à projet de l'ADEME, puisque c'est dans ce cadre-là que l'ADEME a mis en place un appel à projet. Donc voilà, je repasse la main à Aude sur l'appel à projet TexABI.
Merci Eva, je vais remettre ma caméra. Voilà. Mais du coup, merci pour l'introduction et puis bonjour à tout le monde. Donc, je vais essayer aussi de tenir le timing. Du coup, l'appel à projet Texabi. Voilà. L'appel à projet Texabi, en fait, on a deux objectifs. C'est d'aider à progresser en éco-conception et de préparer à l'affichage environnemental. À qui ça s'adresse vraiment à toutes les entreprises du secteur textile d'habillement, donc parce qu'il y a ce lien avec l'affichage environnemental, mais que ce soit les marques ou les fournisseurs qui ne sont pas directement soumis à l'obligation d'affichage environnemental, mais qui participent à la note, à ce qu'on appelle le coût environnemental, du coup la note qu'on va afficher aux consommateurs. On s'adresse à toutes les tailles d'entreprise, petites, moyennes, grandes entreprises, et à tout niveau de maturité en éco-conception, de débutants à experts, donc avec différents types de projets. Et les entreprises, donc c'est un peu la nouveauté de cet appel à projet, c'est que les entreprises peuvent aussi se lancer en autonomie pour des premiers pas en éco-conception, ou alors être accompagnées par un bureau d'études éco-conception, analyse de cycle de vie. Donc je pense que Nadège vous remettra le lien dans le chat pour accéder à la page de l'appel à projet. Un peu plus en détail, les cibles de l'appel à projet Texabi. Donc, d'une part, nous nous adressons aux metteurs en marché d'articles d'habillement, de produits finis, ceux qui sont soumis à l'affichage environnemental, au cadre de l'affichage environnemental. Donc, ça ne concerne pas encore tout type de vêtements, donc pas les accessoires, le cuir ou les chaussures, ni les textiles techniques. Mais voilà, donc en fait, tous ceux qui rentrent dans le cadre de l'affichage environnemental. Et sinon, nous nous adressons aussi aux fournisseurs, aux fabricants de toutes les étapes amont, en fait, les fils, le fil, l'étoffe, la teinture, la confection. En faisant la séparation, donc si vous allez jusqu'à la mise en marché du produit fini, on considère que vous êtes metteur en marché. Si vous êtes uniquement sur les étapes amont sans mettre en marché un produit fini, dans ce cas-là, c'est fournisseur, fabricant de produits. Si jamais vous travaillez dans le secteur textile, mais que vous ne travaillez pas sur ces produits-là ou ces procédés-là, donc en dehors de l'appel à projet Texabi, il y a d'autres accompagnements à l'éco-conception. Je remontrerai ça tout à l'heure. Et aussi, donc, pour tous les projets qui sont plutôt sur la partie utilisation fin de vie, donc là, c'est hors scope de l'appel à projet. L'idée, en fait, de cet appel à projet, c'était vraiment de changer les pratiques dans le secteur textile d'habillement, donc au niveau des entreprises qui travaillent sur des produits neufs, voilà, changer vraiment, pouvoir diminuer l'impact global du secteur textile sur l'habillement. Du coup, il y a 3 types de projets attendus. L'idée, donc, c'est d'avoir vraiment du sur-mesure qui puisse accompagner les différentes étapes de montée en maturité en éco-conception. Sur l'axe 1, qu'on appelle premier pas en éco-conception, là, nous nous adressons vraiment spécifiquement aux petites et moyennes entreprises. Donc, c'est une aide qui va jusqu'à 5 000 €. Nous avons préidentifié dans un guide des premiers pas d'éco-conception textile, donc des points sur lesquels on peut travailler, on sait que ça va dans le bon sens, ça va diminuer l'impact environnemental du produit. Et donc l'idée, c'est de pouvoir regarder ces leviers-là, voir comment ça s'implique dans mes procédés, dans ma conception, et de voir comment est-ce que je peux les mettre en application pour mes produits. Dans tous les projets, donc, on a un objectif de se préparer à l'affichage environnemental. Donc, dans tous les projets, on vous demande à la fin de calculer le coût environnemental du produit. Donc, à la fin de ce premier pas dans l'éco-conception, vous avez un plan d'action chiffré qui définit exactement quels sont les leviers d'éco-conception que je peux appliquer, que j'ai envie de dérouler, qui me permettront de diminuer l'impact environnemental de mon produit. Donc, il y a un plan d'action chiffré et économiquement pour savoir comment les mettre en œuvre en entreprise et puis environnementalement. Et à partir de là, on peut aller sur une étude de mise en œuvre, donc ce qui est dans l'axe 3, pour vraiment approfondir, savoir comment je fais pour changer de matière, tester des matières, changer de fournisseur, réaliser des prototypes
ou des pré-serrés industriels en vue d'un déploiement ensuite en production. Entre-temps, donc là, je suis passée directement des premiers pas en éco-conception à l'étude de mise en œuvre. Ces premiers pas, c'est vraiment pour simplifier la démarche d'éco-conception. Donc là, on est parti sur des axes d'amélioration qui étaient pré-identifiés. Il y a aussi la possibilité en fait de travailler sur des leviers beaucoup plus personnalisés, plus adaptés à votre chaîne de valeur, avec des points très spécifiques. Si vous travaillez des matières voilà, très, très spécifiques, très innovantes, et que vous voulez établir l'impact environnemental exact de ces matières-là, explorer différentes matières ou différents procédés. Là, la recommandation, c'est d'aller sur un diagnostic d'éco-conception. Donc, ça vous permet de regarder plus spécifiquement tout l'ensemble de votre chaîne de valeur. Là encore, on a aussi un petit guide pour proposer des leviers à approfondir. Donc, je vais les montrer tout à l'heure. Et donc l'idée, là, c'est d'avoir un plan d'action aussi chiffré qui vous permettra de passer par la suite en étude de mise en œuvre. Globalement, donc pour résumer, une grande entreprise peut commencer par un diagnostic d'éco-conception et aller ensuite sur une étude de mise en œuvre. Une petite ou une moyenne entreprise pourra commencer par un premier pas en éco-conception, voir si ça suffit ou pas à passer directement à l'étude de mise en œuvre. Et si elle souhaite continuer à explorer plus spécifiquement certains leviers, elle peut aussi passer du premier pas, puis aller au diagnostic et ensuite aller à l'étude de mise en œuvre. À la fin de l'étude de mise en œuvre, donc une fois qu'on a vraiment bien établi tout, qu'on a fait les prototypages, qu'on a fait toutes les études, si jamais il y a besoin de passer à des investissements pour, par exemple, avoir des nouvelles machines plus performantes, dans ce cas-là, c'est possible d'avoir un accompagnement, mais qui sera en dehors de l'appel à projet Texapi. Au niveau des modalités d'aide, sur l'axe 1, premier pas en éco-conception, donc en fonction de la taille de l'entreprise, les petites entreprises ont un taux d'aide de 80%, les moyennes entreprises de 70%. Et sur l'axe 1, premier pas en éco-conception, nous avons une aide maximum de 5 000 €. Sur le diagnostic d'éco-conception en axe 2, là, pareil, en fait, on regarde la taille de l'entreprise. Donc, les taux d'aide vont de 60 à 80%, avec une assiette maximale de 50 000 €. Et sur l'axe 3, pour la mise en œuvre des leviers d'éco-conception, donc, on applique les mêmes taux d'aide avec une assiette maximale de 100 000 €. Pour les coûts éligibles, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner à vous approprier l'éco-conception, à monter en maturité, à avoir cette compétence interne aussi. Donc, exemple de coûts éligibles, la formation d'éco-conception, les dépenses internes de l'entreprise, justement, pour les travaux, notamment pour la collecte de données, pour si vous faites des analyses de cycle de vie. Il y a aussi un point sur les modèles économiques, l'évolution des modèles économiques, pour pouvoir diminuer, enfin, donc limiter la surproduction de vêtements. Un peu plus pour la partie axe 3, pour la mise en œuvre des leviers d'éco-conception. En coût éligible, on va avoir les tests de prototypes, de pré-série, la recherche de sous-traitance, d'approvisionnement, l'identification de partenaires ou des réflexions sur la protection industrielle. Les études de marché ou des études de perception des consommateurs de la plus-value environnementale. Et en préparation à une communication à l'externe, c'est possible aussi de faire une revue critique des ACV, des analyses de cycle de vie qui auraient été réalisées dans le cadre du projet. Au niveau du calendrier, donc l'appel à projet est ouvert depuis juin 2024 et il sera clôturé le 30 juin 2025. Donc on a eu une première relève le mois dernier. La prochaine relève pour les axes 2 et les axes 3 est le 25 novembre, donc toujours à 15 h, et ensuite c'est tous les 2 mois, le dernier lundi du mois à 15 h. Pour les axes 1, justement pour faciliter ce lancement dans l'éco-conception, dans la démarche, les instructions se font au fil de l'eau, donc il n'y a pas de date de relève. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de candidater dès que possible. L'appel à projet a été monté de telle sorte que une entreprise peut candidater jusqu'à 3 fois. Donc vraiment, à chacun des axes, vous avez une durée indicative de la durée de projet pour chaque axe. Bien sûr, ça va dépendre du nombre de références que vous allez étudier dans le cadre de votre projet.
Mais voilà, sur un premier pas de 1 à 3 mois, vous pouvez candidater maintenant, faire le projet, et puis candidater plus tard pour faire un axe 2, voilà, réaliser l'étude. Une fois que vous avez tous les résultats, candidater une dernière fois aussi pour l'axe 3, pour la mise en œuvre des leviers d'éco-conception. Ah oui, petite information aussi, donc effectivement, pour nous aussi, pour notre suivi, si jamais vous êtes intéressé par l'appel à projet, donc n'hésitez pas à ouvrir vos dossiers en ligne suffisamment tôt à l'avance pour qu'on ait vos contacts aussi, pour pouvoir vous envoyer toutes les communications concernant l'appel à projet. Je vais faire un petit aparté, donc en dehors de l'appel à projet TextAbi. Tout à l'heure, j'ai mentionné différents types de produits qui n'étaient pas éligibles à l'appel à projet TextAbi. Nous avons sur la page en ligne de l'ADEME Agir pour la transition des pages dédiées à l'éco-conception, donc des ressources dédiées à l'éco-conception. Et sur la page d'accueil, vous avez l'ensemble de nos aides dédiées à l'éco-conception. Et vous retrouvez également les aides qui seraient en articulation avec TextAbi, qui sont par exemple sur la partie recyclage. Vraiment, les procédés de recyclage ne font pas partie de l'appel à projet TextAbi. Il y a un appel à projet dédié pour donc, objectif recyclage matière, qui s'appelle ORMAT, que vous pouvez retrouver aussi sur la page Agir pour la transition. Donc, je vais revenir maintenant à des exemples de projets éligibles à l'appel à projet TextAbi. Du coup, pour l'axe 1, premier pas d'éco-conception, donc là pour les PME uniquement. Alors vous allez voir, je vais réutiliser beaucoup ce schéma pour une présentation. Eva a présenté tout à l'heure ce que c'était que l'éco-conception. Et en pratique, c'est une démarche qui se déroule en 3 étapes. Donc il y a la partie évaluation. Voilà, je fais un état des lieux au départ. J'ai déjà choisi un produit sur lequel je voulais travailler. Je vais prendre un produit de référence. J'évalue ses impacts environnementaux en début de projet. De manière à identifier quels sont les leviers d'action les plus appropriés pour réduire ses impacts environnementaux. Et je vais procéder de façon itérative, donc jusqu'à ce que je sois satisfait du rendu final de mon produit version 2, version finale. Je réalise une évaluation finale pour vérifier que les impacts sont bien réduits. Et à la fin, je suis prêt donc à préparer une communication vers l'externe, et dans notre cas, à préparer cette communication via l'affichage environnemental, donc calculer ce coût environnemental. Donc pour les projets d'axe 1, ce qu'on a fait, c'est qu'on simplifie un peu cette démarche, puisque le guide premier pas vous permet déjà d'avoir des axes de travail. Donc l'idée, c'est de démarrer directement avec ces axes de travail sur la base du guide que vous retrouvez en annexe de l'appel à projet, du cahier des charges de l'appel à projet. Et voilà, vous déroulez ces leviers, précisez comment ça va s'appliquer dans votre cas, et à la fin, vous calculez le coût environnemental du produit éco-conçu. Donc, il y a un outil en ligne qui s'appelle EcoBalise pour faire les calculs d'affichage environnemental. Vous nous faites un retour d'expérience opérationnelle sur la façon d'avoir calculé ce coût environnemental. Et à la fin du projet, vous avez donc votre plan d'action chiffré. Donc là, j'ai fait un exemple qui s'adresse aux metteurs en marché. Nous allons voir tout à l'heure donc la différence entre les fournisseurs et les metteurs en marché, qui sont plus liés au fait que les metteurs en marché sont directement soumis à cette réglementation d'affichage environnemental. Donc, dans tous les projets pour les metteurs en marché, on va vous demander de calculer vous-même le coût environnemental, alors que les fournisseurs sont plus dans une idée de sensibilisation à ce coût environnemental. En pratique, du coup, quand vous êtes intéressé par ce type de projet, vous pouvez déposer un dossier donc, depuis la page de l'appel à projet. Alors, je vais passer très rapidement là-dessus. Là, c'est dans la description de votre projet. L'idée, c'est comme vous pouvez y aller en autonomie, c'est de vraiment vous appuyer sur notre guide de premier pas d'éco-conception. Je vous montre à quoi il ressemble. De sélectionner dans notre guide voilà, les éléments qui vous intéressent, que vous pouvez déjà identifier dans le dossier. Une fois que le dossier est validé, vous lancez votre projet et vous établissez. Donc, par exemple, là, je travaille sur un t-shirt en coton.
Je me rends compte qu'il y a des matières qui seraient préférables au coton, donc c'est par exemple au coton biologique ou au coton recyclé. Mais le coton recyclé, ça suppose de changer peut-être la façon dont le t-shirt le tissu va être fabriqué. Ça va changer peut-être la quantité de chute. Voilà, il y a quand même une influence sur le design de mon t-shirt. Donc c'est ça que je vais intégrer à mon plan d'action. Ou j'ai un t-shirt avec un mélange de matières, du coton et du polyester. En fait, travailler avec une seule fibre, c'est quand même moins impactant. Donc, dans le cadre de mon projet d'éco-conception, euh, je vais dérouler, voir quelles matières seront préférables pour passer en monofibre et pour répondre toujours à mon cahier des charges client, sûrement. Euh, et donc, c'est ça que je vais intégrer dans mon plan d'action. Voilà, vraiment bien définir ce qui a changé par rapport à ma solution de référence. Donc voilà, dans votre dossier, ce qu'on vous demande, c'est juste d'identifier sur quels axes de travail vous allez travailler et de préciser voilà, quelles sont les ambitions de l'entreprise pour qu'on comprenne votre stratégie globale d'éco-conception. Dans le dossier de demande d'aide, il y aura différents documents à fournir. Là, je vais juste faire un petit aparté sur la partie volet technique. Pour les premiers pas d'éco-conception, là, on a voulu vraiment faire quelque chose de simplifié. Donc, il y a juste une seule page. Même si on dit volet technique, ça fait peur. Là, il y a vraiment une seule page, un résumé rapide à compléter pour juste connaître le type de produit sur lesquels vous travaillez. Alors, j'avais indiqué aussi, pardon, que le devis du bureau d'études est facultatif. Donc, effectivement, pour les premiers pas d'éco-conception, c'est possible d'aller en autonomie pour l'entreprise. Si jamais vous êtes accompagné par un bureau d'études en éco-conception, alors voici un exemple des actions sur lesquelles ils peuvent vous accompagner. Ça peut être la sensibilisation, la formation à l'éco-conception ou à l'affichage environnemental. La partie évaluation environnementale, effectivement, si vous faites une analyse de cycle de vie ou si vous faites une évaluation environnementale simplifiée, dans ce cas-là, on vous demande d'être accompagné par un expert dans ce domaine. Le bureau d'études pourra aussi vous accompagner, par exemple, pour des ateliers d'animation, de brainstorming, d'idéation, pour réaliser des analyses économiques, pour étudier justement votre modèle d'affaires, vos différents modèles économiques. Par contre, le seul point particulier pour les metteurs en marché, vraiment, il n'y a pas de sous-traitance sur ce point d'affichage environnemental possible. On recherche vraiment dans Texabi ce retour d'expérience opérationnelle, savoir comment les metteurs en marché déploient ou s'approprient l'affichage environnemental. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait une différence donc, entre les metteurs en marché et les fournisseurs fabricants. Donc, deux points particuliers. Pour les fournisseurs, actuellement, il y a un enjeu qui est plutôt sur bien connaître la traçabilité de leurs intrants, parce qu'ils n'ont pas toujours la marge de manœuvre sur le choix, sur les différents choix de conception, sur le cahier des charges du produit fini. Donc, on va vraiment mettre l'accent sur la traçabilité des intrants. Et vous pouvez bien sûr compléter aussi avec une évaluation environnementale simplifiée. Vous pouvez aussi travailler soit sur le produit de fourniture, soit sur le procédé. Sur l'axe d'amélioration, donc pas de différence. Vous pouvez aussi vous appuyer sur le guide, voire les deux parties des guides de l'ADEME. Et juste sur la partie communication, là, il s'agit d'une sensibilisation. Donc, cette fois-ci, vous pouvez effectivement avoir le soutien d'un bureau d'études ou d'un partenaire, notamment votre metteur en marché, votre client, pour réaliser ce calcul du coût environnemental. En prenant un produit de référence, voilà, si je fabrique du fil, effectivement, je ne connais pas forcément, j'ai pas forcément toutes les informations sur le t-shirt, mais je vais prendre un t-shirt de référence sur lequel je change que les parties sur lesquelles j'ai travaillé, donc la partie fil, et je bloque toutes les parties aval. Donc voilà pour la partie axe 1, les premiers pas en éco-conception. Maintenant, sur le diagnostic d'éco-conception,
Un projet type. Donc, en fait, dans tous les projets d'éco-conception, bien sûr, le suivi de projet fait partie des co-éligibles. Dans un diagnostic d'éco-conception, quand ça se passe, que ce soit metteur en marché ou fournisseur, et quelle que soit la taille d'entreprise, on vous demande de commencer par une évaluation environnementale détaillée du produit de référence. Et donc, celle-ci doit être accompagnée par un prestataire ACV ou éco-conception. Ensuite, vous passez à la partie amélioration environnementale, parce que vous aurez identifié des leviers très personnalisés, puisque vous avez vraiment une meilleure vue plus approfondie de tout l'ensemble de votre chaîne de valeur. Nous vous proposons donc en annexe de l'appel à projet, là, du cahier des charges, aussi une liste de leviers à approfondir. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure. Et l'idée, c'est d'avoir déjà défini un peu ces leviers-là dans votre dossier pour savoir, voilà, pour cadrer en fait aussi la taille du projet, l'ampleur du projet, et le temps à passer sur les différents axes de travail. En fin de projet, donc de façon itérative, vous faites des évaluations environnementales pour vérifier que les leviers identifiés sont bien pertinents. Et en fin de projet, donc vous avez vos résultats d'ACV qui normalement démontrent que votre produit est bien éco-conçu. Vous êtes donc prêt. Ce qu'on vous demande en complément, c'est quand même de calculer le coût environnemental, donc pour l'affichage environnemental, et de nous faire un retour d'expérience opérationnelle sur l'affichage environnemental. En fin de projet, vous avez votre plan d'action chiffré et le coût environnemental. Comme mentionné tout à l'heure, la différence pour les fournisseurs fabricants, ce sera vraiment cet axe de travail plus sur la traçabilité de la matière première et le fait que vous pouvez faire uniquement une sensibilisation au calcul du coût environnemental. Comment se dessine un dossier sur le diagnostic d'éco-conception? Donc, ça va être la même procédure que pour l'axe 1. On vous demande d'être plus précis sur votre projet. Donc, bien sûr, identifier les produits sur lesquels vous allez travailler. Et dans les leviers à approfondir, vous pouvez vous appuyer autant sur le guide des premiers pas d'éco-conception textile que sur les leviers où ici, alors c'est vraiment des pistes de travail, mais à valider par votre première évaluation environnementale. Donc là, il y a des pistes de travail sur, par exemple, la traçabilité, sur la réduction des pertes de matière, sur la teinture. On a vraiment une attente de projets qui vont travailler sur la teinture, sur l'ennoblissement. Vraiment, il y a une grosse attente sur ce point-là, qui est un enjeu majeur du cycle de vie textile et des impacts environnementaux du secteur textile. Donc, vous sélectionnez en fait les leviers qui vous intéressent dans ce guide. Vous les indiquez dans le dossier. Et ce qu'on vous demande, c'est aussi de vous fixer vous-même un objectif prévisionnel de réduction d'impact environnemental. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez forcément atteindre cet objectif en fin de projet. Donc, voilà, en fait, on aimerait bien avoir une évaluation du secteur pour savoir si le secteur est prêt à faire, à réduire son impact environnemental de 10%, de 15%, si c'est sur juste une petite partie de votre portefeuille de produits, ou si vous arrivez à déployer vraiment ça de façon massive sur l'ensemble de votre portefeuille de produits. Hop. Alors, du coup, pardon. Voilà. Du coup, dans votre dossier, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un complément entre le volet technique et le dossier à remplir en ligne, hein, pas forcément de doublons, c'est vraiment pour étayer. Dans votre volet technique, ce qu'on attend, donc il y avait le formulaire à cocher tout à l'heure. Et ici, pour l'axe 2, d'aller un peu plus dans le détail, donc à la fois sur votre planning de projet, mais aussi pour bien comprendre l'articulation entre votre stratégie d'entreprise, les étapes, les choix des produits à évaluer, et puis l'ambition, en fait, comment est-ce que vous allez déployer l'éco-conception par la suite, et en fait, qu'est-ce que vous attendez de cet accompagnement de l'ADEME? Nous, avec Texavis, ce qu'on voudrait, c'est vraiment pouvoir vous accompagner à prendre de l'avance pour avoir un coût environnemental réduit, pour pouvoir afficher des bonnes notes sur vos produits finis. C'est important pour nous vraiment que toutes les entreprises
s'approprient la démarche d'éco-conception, comprennent un peu les enjeux en fait de l'affichage environnemental. Ce qui est prioritaire, c'est plus que l'ensemble des entreprises s'y attellent à l'éco-conception et à l'affichage environnemental, plus que de faire la masse et de faire un calcul de l'affichage sur tout l'ensemble des produits sans forcément appliquer derrière des leviers qui vont réduire leur impact environnemental. Dans cette partie, l'accompagnement d'un bureau d'études ACV éco-conception est obligatoire. Et donc sur le même modèle que ce qui était présenté tout à l'heure dans l'axe 1. Je vais rapidement finir sur la partie axe 3, mise en œuvre des leviers d'éco-conception. Donc là, l'idée, c'est que vous ayez déjà fait un premier diagnostic ou des premiers pas en éco-conception. Vous arrivez donc avec votre feuille de route réalisée au préalable. Et là, voilà, ça va être vraiment la mise en application. Dérouler votre feuille de route, regarder pour changer de fournisseur, pour tester des échantillons, des prototypages. À la fin du projet, vous faites une évaluation environnementale finale pour vérifier vraiment ce que vous avez réussi à mettre en œuvre. Et puis, encore une fois, vous préparez à l'affichage environnemental avec le calcul sur EcoBalise et nous faire un retour d'expérience. Ici, l'accompagnement par un bureau d'études est obligatoire, mais ça peut être un bureau d'études éco-conception ACV ou un bureau d'études métier, qui va être vraiment plus sur la partie technique, fourniture, test, échantillon, prototypage. Et donc, normalement, à la fin de ce projet-là, vous êtes prêt à la fois pour déployer votre produit et pour déployer la démarche d'éco-conception en entreprise. Hop. Je vais passer, donc, par manque de temps, je vais passer un petit peu sur la partie axe 3. Vous retrouvez, on a fait un webinaire de présentation des différents axes au début du mois dernier. Donc, vous retrouvez ça en ligne. Je peux mettre le lien tout à l'heure dans le chat. Et en tout cas, merci pour votre attention. Et puis, merci Eva et Nadège pour l'invitation à présenter l'appel à projet. Donc voilà, vous retrouvez ici toutes les informations sur l'appel à projet et prochaine date de relève, donc le 30 novembre à 15h. Je repasse la main à Eva, du coup. Hop. Merci. J'essaie de reprendre le contrôle. Oui, vraiment, c'est bon. Alors, est-ce que c'est bon maintenant? Alors. Ça devrait être bon. Ouais. Alors, je reprends la main simplement pour vous présenter un peu ce qu'on fait, nous, à l'IFTH, et comment on peut vous aider dans le cadre de cet appel à projet. Donc je vous ai repris sur les outils qui existent sur le secteur textile. Donc là, c'est plutôt des outils qui sont théoriques. Je vous ai replacé les outils plutôt opérationnels dédiés à la transition écologique qu'on a sur nos plateformes à l'IFTH et qui sont utiles pour mettre en œuvre sa feuille de route et mettre en œuvre des leviers d'éco-conception. Donc c'est pas exhaustif, hein, en tout cas c'est des outils qu'on peut mobiliser. Donc je repasse très rapidement. Donc on a un atelier pratique qui existe, que vous pouvez retrouver sur notre site, qui est vraiment pour la construction de sa feuille de route et de sa démarche d'éco-conception. Ce qui nous permet en fait de construire la feuille de route avec vous et avec vos équipes. On propose également des audits pour évaluer la maturité de votre démarche sur place, donc de votre démarche d'éco-conception. Après, sur les outils pour aider plutôt à améliorer vos impacts de produits, un de nos gros axes de travail aujourd'hui, c'est l'optimisation des process. Donc, on travaille beaucoup sur l'optimisation des process en eau et en énergie. Donc sur notre pôle innovation. On a également une plateforme de prototypage 3D qui là est plutôt sur l'optimisation des process de développement de produits et qui permet de travailler notamment sur la réduction des déchets. On est aussi en mesure de vous épauler sur des sujets de substances dangereuses, des PFAS, sur des sujets d'alternatives, sur des tests aussi de détection de ces substances-là. On travaille, et ça je pense que vous le savez toutes et tous, sur la durabilité de vos produits. Donc voilà, si vous souhaitez travailler sur la durabilité de vos produits, sur le relargage des microfibres, on a des outils sur nos plateformes et des équipes, des experts dédiés sur les sujets.
On a aussi une formidable équipe de veille technique et technologique qui permet d'avoir pas mal d'informations et de synthétiser énormément de choses sur les innovations qui arrivent. Et bien sûr, on a voilà, des formations sur l'éco-conception, les techniques de recyclage et aussi la réglementation et plein d'autres formations aussi. Mais voilà, encore une fois, c'est pas exhaustif, mais c'est histoire que vous puissiez repositionner un peu tout ça. Et donc, dans le cadre de l'appel à projet Texabi, nous, comment on se positionne? Donc, concrètement, si vous souhaitez mettre en œuvre votre démarche d'éco-conception via l'appel à projet, enfin, en tout cas avec le soutien de l'appel à projet Texabi, nous, on peut vous accompagner donc, spécifiquement sur l'élaboration de vos feuilles de route. On a donc aussi une plateforme dédiée et des outils donc, que je viens de vous présenter qui nous permettent de vous accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle de vos feuilles de route. Et enfin, quelque chose qui est aussi extrêmement important, c'est qu'on a un support au montage de l'appel à projet, puisqu'on on a une équipe qui travaille sur ces sujets-là, notamment sur notre pôle innovation. On a l'habitude de monter des projets et donc on a un support administratif qui est non négligeable sur ce type d'appel à projet. Voilà, donc si voilà, je résume parce je vois qu'on avance pas mal dans l'heure, mais voilà, si vous avez donc si vous êtes industriel ou metteur sur le marché, que vous avez un projet d'éco-conception, n'hésitez pas voilà, à nous contacter pour en discuter. Voilà, il y a des dispositifs effectivement financiers que vous a présenté Aude qui nous permettent d'avancer sur les sujets. Et on a, alors, là, c'était un exemple d'appel à projet financier, mais il y en a aussi d'autres. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, donc n'hésitez pas à nous contacter et on pourra en discuter ensemble selon vos projets et voilà, voir comment on peut vous aider. Voilà, merci beaucoup à tous pour vos écoutes. Est-ce qu'on avance sous la pression du public? On déroule un petit peu les questions du coup. Alors, la première, c'était sur le profil en fait, des entreprises. Donc, c'était une question qui s'adresse à Aude. Avez-vous des seuils chiffrés donc, au niveau de chiffre d'affaires puis d'effectifs pour les PME? C'est PME au sens européen du terme. Oui, c'est au sens européen. Voilà, si on peut rappeler juste peut-être, alors je pense qu'en nombre de salariés, on a tous en tête le 250, mais peut-être mon chiffre d'affaires. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas en tête. Ouais, bah, pareil. Mais je pense que l'effectif, on l'a bien. Mais, alors, ce que je n'ai pas précisé, on a une boîte mail en fait pour ce genre de questions et puis une FAQ surtout sur l'appel à projet. Donc, vous retrouvez tout ça sur la page de l'appel à projet aussi. Allez, de la FAQ, c'est vrai. Peut-être remettre le lien également dans le chat. Ouais. Pour des porteurs de projets non constitués en société, est-ce qu'il y a une possibilité ou pas d'accéder à l'axe 1? Alors, il faut vraiment avoir un numéro de SIRET pour pouvoir candidater. Donc là, je ne vois pas trop. Éventuellement, il y a les associations. Souvent, on a la question d'après par rapport à du coup la définition des PME aussi au niveau européen. Les associations qui ont une activité économique peuvent candidater. Ils sont considérés comme entreprises. C'est peut-être une voie à explorer. Le montant de l'aide maximale correspond au maximum que peut recevoir une entreprise. Donc, il y a des seuils qui ne sont pas dépassés. Oui, effectivement, c'est peut-être pas très clair. Dans l'axe 1, c'est un montant d'aide maximale. Donc, effectivement, l'entreprise peut recevoir jusqu'à 5 000 € d'aide si son projet dépasse les 5 000 €, puisqu'il y a un taux qui s'applique. Par contre, dans l'axe 2 et l'axe 3, on parle d'assiette d'aide. Du coup, c'est le budget du projet qui est pris en compte, qui est de 50 000 € maximum pris en compte, auquel on applique ensuite le taux d'aide. C'est peut-être plus clair comme ça, du coup. Est-ce que ça répond? N'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça répond bien à la question. Est-ce que les EPI, les équipements de protection individuelle, sont éligibles? Non, les équipements de protection individuelle ne font pas partie du coup des produits qui sont soumis à l'affichage. Donc, dans ce cadre-là, ils ne sont pas éligibles à Texabi. Donc là, encore une fois,
Par contre, vous pouvez candidater à nos aides classiques d'éco-conception, qui sont d'ailleurs sur les mêmes montants, hein, sur le même découpage d'aides. Juste regarder sur la page éco-conception de l'ADEME. Donc, ça sera juste voilà, hors appel à projet, mais le même type d'accompagnement, diagnostic d'éco-conception. Peut-être arrêter le partage d'écran, comme ça je vais pouvoir mettre des liens dans le chat. Est-ce que l'accompagnement de nos fournisseurs, comme les teinturiers en dehors de la France, entre dans ce dispositif? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre comment le montage du projet va être fait. Je pense que le mieux, c'est peut-être que vous candidatiez en tant que metteur en marché, j'imagine. Soit vous faites un consortium, vous faites voilà, un partenariat avec différents fournisseurs et pour pouvoir travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Maintenant, comme c'est des fournisseurs qui sont hors France, ça peut poser un problème de les avoir en partenaire. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple tout ce qui est formation en éco-conception. C'est vrai nous, on incite vraiment à embarquer toute la chaîne de valeur dans ce type de formation. Rien ne vous empêche d'avoir une ligne de formation dans laquelle vos fournisseurs participent. Et peut-être voir voilà, quelles sont les prestations dans lesquelles quelles sont les opérations que vous pouvez mettre en prestation et qui impliqueraient vos fournisseurs hors France. Mais c'est vrai que directement, on ne peut pas subventionner une entreprise qui est en France. Ça semblerait logique. Pouvez-vous nous donner des exemples de bureaux d'études? C'est vrai que vous avez souvent cité des bureaux d'études ACV. Oui. Avez-vous plus de détails à nous partager? Alors, en fait, l'ADEME ne donne pas de liste de bureaux d'études. Pas de prescription. Pas de prescription. Maintenant, vous pouvez vous adresser à différents relais en éco-conception. Donc, au niveau national, il y a le pôle éco-conception, qui est une association avec laquelle nous travaillons beaucoup, qui connaît bien le réseau des bureaux d'études en France. Et surtout, après, dans chaque région, enfin, dans plusieurs régions en France, il y a des centres relais qui vont pouvoir vous rediriger sur les bureaux d'études qu'il y a dans votre région. Je pense que c'est le mieux. Et puis, j'imagine que l'IFTH aussi a des partenaires avec qui ils travaillent régulièrement. Voilà, ça peut être des pistes. Et également, peut-être dans la FAQ, vous trouverez des liens pour savoir quels bureaux d'études ont déjà travaillé auparavant sur l'affichage environnemental, sur les méthodologies qu'on appelle PEF voilà, au niveau européen, pour savoir quel bureau d'études travaille sur ces sujets-là depuis plus longtemps. Il y a une question plus loin. Est-ce que l'IFTH peut nous accompagner en tant que bureau d'études? C'est Eva qui va répondre. Et j'ai répondu oui, non. Nous, on va vous accompagner plutôt en tant que bureau d'éco-conception, on va dire, sur la partie vraiment éco-conception, parce qu'on n'a pas d'expertise sur la CV, mais on a des partenaires, notamment sur les projets R&D, donc sur le calcul ACV. Donc, on pourrait s'appuyer sur un partenaire ACV si besoin et nous intervenir sur la partie éco-conception. Mais ça, c'est des choses dont on peut discuter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter et on verra comment on peut voilà, se collaborer avec, si besoin, plusieurs partenaires. Regardez la prochaine date, ta prochaine date sur les formations éco-textiles. Oui, alors les prochaines dates, il y en a une en septembre, mais la prochaine date, du coup, c'est en 2025 sur les éco-textiles. Mais voilà, bien sûr, cette formation-là, on peut la proposer en intra, donc dans votre entreprise et appliquée à votre entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Au besoin. Est-ce qu'il existe des appels à projets pour les textiles techniques? Alors, je crois que la réponse était un petit peu oui. Il faut aller voir dans les autres outils. Je vais vous remettre du coup dans le lien. Alors, je viens juste de mettre le lien vers le cahier des charges, la FAQ et les webinaires. Et puis, je vous rajoute le lien vers notre page éco-conception sur laquelle ça renvoie vers toutes les aides financières sur l'éco-conception. Connaissez-vous des bureaux d'études ACV prenant en compte l'utilisation, l'usage, je suppose? Je pense que les bureaux d'études ACV sont capables de prendre en compte tout l'ensemble du cycle de vie de l'usage.
Eva, je sais pas si parce que je comprends moi l'usage, mais Oui, je sais pas, certainement, l'usage. Ouais. c'est pas à nous repréciser si nous n'avons pas bien compris la question. Oui, Le produit de référence doit-il exister ou est-ce qu'on peut démarrer le prototypage dans le cadre de l'axe 3? Alors non, l'axe 3, vraiment pour pouvoir candidater, il faut avoir fait de toute manière un diagnostic d'éco-conception au préalable, que ce soit en premier pas ou pas, que ce soit dans le cadre de Texabi ou vous l'avez réalisé autrement. Mais il faut en fait voilà, partir d'un diagnostic. On va vous demander d'ailleurs de nous fournir le diagnostic dans votre dossier pour savoir justement sur quelle base est-ce que vous avez déjà identifié des leviers d'éco-conception. Donc ça me paraît assez difficile de démarrer d'un produit complètement nouveau. Oui. Je suis un petit peu. Il y a des cabinets conseils visiblement qui sont avec nous aujourd'hui, qui, qui répondent aussi sur la possibilité des bureaux d'études pour l'accompagnement à l'ACV en éco-conception. Donc, je vous laisse voilà, suivre dans le chat. Après, appelez lien. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou retour d'expérience, éventuellement? Alors, est-ce qu'il y a d'autres qui... pardon, et du coup, là, je regardais la fin du chat. J'ai fait le tour. En termes, là, c'est tout nouveau, donc en termes de dossier, ça commence à arriver. Il y a beaucoup de monde, il n'y a Oui. pas beaucoup. Voilà, ça commence à. Oui, oui, là, en fait, ça commence à arriver. On a eu plusieurs axes 1 là, cet été. Et puis l'axe 2, donc on sent que voilà, septembre, quand même, c'était très, très chargé au niveau des calendriers en entreprise. Donc on a oui, on a eu, je veux dire, 6 dossiers ce mois-ci. Donc on est en train de regarder justement voilà, ce qui est tombé, c'est bien si en fait aussi notre proposition est comprise et si elle est adaptée à vos besoins. Finalement, je trouve que nous, on a eu beaucoup de marques qui ont candidaté, encore très peu de fabricants, de fournisseurs. Donc, l'idée aussi de l'appel à projet, c'est de pouvoir mettre en valeur les bonnes actions qui sont faites en France et justement l'industrie textile, toutes les parties amont qui sont faites en France, parce que on a d'un autre côté des metteurs en marché, des marques qui nous disent en fait, on ne sait pas où. Voilà, on arrive à faire des prototypes en France, mais une fois qu'il faut passer à la production, on ne connaît pas. On ne sait pas qui est capable de le faire en France. Donc voilà, les marques vont finalement se tourner vers d'autres entreprises à l'étranger et même pas forcément en Europe parce qu'elles ne trouvent pas forcément. Donc l'idée de l'appel à projet, c'est aussi de pouvoir mettre en avant toutes les bonnes pratiques qu'il y a en France. Il y a une autre question intéressante pour le coup, parce que s'il y a plusieurs produits, la question se pose, est-ce qu'il y a un nombre limite d'entreprises pour les candidatures Texabi? Non, il n'y a pas de nombre limite d'entreprises qui candidatent. On va avoir un budget, en fait, on a demandé un budget là pour 2025. On attend la validation du budget, mais en fait, c'est plus, il va y avoir un budget qui va être alloué sur Texabi et une fois l'enveloppe terminée. Infini. Mais il n'y a pas de délimitation axe par axe. D'autres questions? Merci. Donc c'est bon, il n'y a pas d'autres questions visiblement. Non, mais après, je trouve que ce qui est intéressant, alors, il y a une autre question, j'interviendrai après, mais je viens plus du monde du costume, c'est intéressant de voir ce qui se fait dans la mode et de découvrir tous ces possibles conseils et axes. C'est vrai que c'est souvent un univers finalement un peu caché, un peu pour les initiés, tout le système d'aide financière. Il y a certainement voilà, une accessibilité qui est un peu plus marquée maintenant. Peut-être qu'on en parle plus nous, on fait peut-être aussi plus le relais. Voilà, on espère tous que ça puisse profiter à l'ensemble de la filière, en tout cas, mais comme vous venez de le dire très, très bien, très justement, c'est aussi valoriser l'ensemble de la filière.
Voilà, moi, ce qui m'interpelle dans Texabi, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est souvent le point d'entrée, on parle d'éco-conception, on parle de matière. Et nous, on a souvent ce débat au sein de l'IFTH qui nous chagrine un petit peu. L'éco-conception, ça va bien au-delà de la matière. C'est pas, voilà, c'est super de prendre un coton bio ou de prendre un coton recyclé, mais il y a tellement de possibilités de travailler sur l'ensemble de la filière, sur l'ennoblissement. Enfin, et en plus, cette théorie un peu des petits pas, c'est pas grave si on fait pas parfait. Déjà, si on fait un petit peu, c'est bien. Et c'est déjà pas mal, c'est déjà compliqué. Donc, si on le fait tous ensemble, je pense que vraiment toute la filière en profite, quoi. Je sais pas, Eva, si toi, voilà, tu es plus en contact que moi avec toutes les entreprises, mais voilà, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui. Alors, moi, je suis côté de la communication, donc je vois beaucoup de choses dans la presse. On est interrogé beaucoup sur qu'est-ce qu'un vêtement de qualité, etc. Et souvent, ce qui est évoqué, c'est la matière, mais c'est Mm. bien plus large que ça. Je te rejoins et ça rejoint. En fait, on boucle la boucle finalement parce que ça rejoint ce que je disais au début. Hein, c'est extrêmement important d'avoir voilà, les fournisseurs aussi et tous les industriels de la filière qui se lancent dans le sujet pour qu'on ait quelque chose de complet, quoi. Sport collectif à ce niveau-là. C'est c'est un Non, mais enjeu c'est collectif et important. c'est un sport collectif. Voilà. Oui, Une en plus, c'est dernière vrai qu'on a question. vraiment toutes les possibilités. Enfin, on a toute la chaîne de valeur qui peut se faire en France. Enfin, on a un peu de tout et donc c'est vraiment pouvoir montrer qu'on sait le faire aussi. C'est le faire, ouais. Une dernière question. En tant que designer textile, est-ce pertinent de postuler en tant que force de proposition et de penser le dessin en amont par rapport aux teintures et systèmes d'impression? Ouais, je pense que ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire, en fait. C'est intéressant de le penser dès le départ. Oui, oui, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, même vous avez souvent plus de poids en tant que designer pour pouvoir changer les choses. En fait, l'éco-conception, globalement, 80% des impacts environnementaux de votre produit final va se jouer au moment de la conception. Donc vraiment, en tant que designer, c'est là qu'il faut agir. Euh, Impression. voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc oui, C'est sur vos épaules. la réponse est oui. Et en fait, de l'autre côté, si vous êtes fournisseur, parfois vous avez l'impression que vous êtes vraiment contraint, vous n'avez pas la possibilité de maîtriser le design. Mais en fait, c'était l'idée du guide d'éco-conception, c'est de vous dire, voilà, nous, c'est les pistes d'action qu'on propose et que vous pouvez proposer aussi aux marques, leur suggérer de changer de façon de faire. Parfois, en fait, c'est juste pas connu, donc il y a aussi un travail de communication, de sensibilisation. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'on aurait fini là? Je pense qu'on s'est mis beaucoup de pression sur Non, mais sur c'est le parfait timing parce que qu'on je a. pense qu'on a tout dit et que voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. À contacter Odd s'il y a des questions sur l'appel à projet, à me contacter s'il y a des questions plus On fera spécifiques. le relais. Hein. Et oui, de toute façon, on fera le relais. Et je pense que ça peut être bien peut-être de redonner la date, Oui. la prochaine relève. Et du coup, je te laisse. Oui, alors du coup, la prochaine relève pour les diagnostics et les mises en œuvre, donc les axes 2 et les axes 3, c'est le 30 novembre à 15h. Et vraiment, je vous invite, si vous voulez faire un axe 2 et par la suite un axe 3, je vous invite à candidater pour le 30 novembre, justement, pour avoir suffisamment de temps pour dérouler votre projet et pouvoir recandidater derrière à l'axe 3. Après, si vous voulez candidater à l'axe 1, bah, vous pouvez le faire dès maintenant. Il n'y a pas de date, on regarde les dossiers dès qu'ils arrivent. Et du coup, je l'ai remis aussi dans le chat, la boîte mail, l'adresse mail, si vous avez des questions. Donc, juste essayez de prendre connaissance au moins des webinaires de présentation ou de la FAQ avant. Et si vous avez des questions spécifiques sur votre projet, si vous hésitez entre deux axes ou sur un montage, donc n'hésitez pas à contacter notre boîte mail ap.texavi@adem.fr. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, Nous... Aude. Merci, Ouais. Eva et Nadège. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde. C'était gentil. Merci pour vos questions aussi. Ouais, bah, c'est ça, c'est ce qui fait progresser. Nous retrouverons, nous, de notre côté, rendez-vous FTH le 7 novembre
le mois prochain pour faire un petit focus, un gros focus sur les labels Ocotex. Alors, on le fait régulièrement parce que Toujours les dans le labels sujet. Ocotex, voilà. Non, voilà. En fait, il y a tellement de choses qui se passent dans le domaine de l'impact environnemental, etc. C'est très important. Le label Ocotex, l'association Ocotex a une règle, c'est d'être en avance le plus possible sur les réglementations qui vont arriver. Donc, c'est vrai que nous sommes les référents nationaux de l'association et voilà, ça nous permet aussi de pouvoir répondre et de pouvoir anticiper à tout ce qui arrive. Eva l'a dit en introduction, hein, on est là aussi pour vous aider à anticiper les réglementations. Le label Ocotex, c'est un des moyens de le faire. Et donc, on fait un petit point le mois prochain. Pas d'autres questions? Bah, parfait. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir.